Bonjour à tous, je me présente Jérémy Attia, entrepreneur, cofondateur de e-Academy, organisme de formation sur l'IA appliquée aux métiers d'aujourd'hui et de demain. Bonjour à tous, moi c'est Aurélien, je travaille dans l'IA depuis plusieurs années maintenant. J'ai commencé dans l'IA appliquée à la santé pour le développement de traitements contre le cancer. Après j'ai travaillé dans l'investissement en tech là depuis un peu plus de 3 ans et maintenant j'aide les entrepreneurs à passer du zero to one dans un fonds qui s'appelle Entrepreneur First. Et Et on aujourd'hui, rejoint on a le plaisir d'accueillir. Arthur Calvi, donc salut à tous, merci pour l'invitation. Merci à toi. Très heureux de faire ce podcast avec vous. Donc moi, je dirige une équipe chez DxO Labs. Donc DxO Labs, c'est quoi? C'est une entreprise qui, depuis 20 ans, fait des logiciels d'édition photo pour les professionnels et les passionnés de photographie. Et ce que je fais dans l'entreprise, c'est qu'on regarde un peu tous les processus internes et on va essayer d'intégrer l'IA pour gagner du temps, essayer d'éviter les tâches répétitives, etc. Et aussi, maintenant, on intervient dans tout ce qui est IA générative dans le produit. Et on va voir que c'est pas mal intéressant parce que justement, DxO Labs, c'est fait pour les artistes, donc édition manuelle, etc. Et on va voir comment on va faire pour intégrer l'IA de façon intelligente, en fait, pour pas casser ce flow qu'ont les utilisateurs. genre comme un Photoshop. C'est que ça, ouais. C'est pas vraiment Photoshop, c'est plutôt Lightroom pour ceux qui connaissent. OK. Donc c'est plutôt, tu vas corriger la lumière, corriger l'optique des caméras, etc. Mmh. Et nous, on veut pas casser justement ce que aiment faire les utilisateurs, c'est-à-dire utiliser à la main, être créatif, si tu veux, utiliser les outils. Et on va pouvoir, par contre, améliorer leur flow, leur workflow qu'ils ont dans le logiciel en utilisant l'IA d'une façon, Bien on va s'intégrer. dire, bien pensée, ouais. Ok, ok. Avant de rentrer dans le trop Mmh technique, mh, mmh. on va un peu parler de toi, OK. recontextualiser. Donc, tu peux nous présenter t'as quel âge, t'as grandi où, qu'est-ce que tu 27 fais? ans, j'ai grandi à Marseille, comme Yoann que vous avez reçu, la précédente fois. Ok, J'ai fait une prépa à Marseille aussi, prépa plutôt, appliquée, PTSI, donc physique, technologie, et cetera. Et après, j'ai rejoint l'ENS, l'École normale supérieure. J'ai commencé en génie civil, donc rien à voir avec l'IA pour l'instant. Et en fait, j'aimais pas mal les maths, j'aimais pas mal coder, et cetera. Et je me suis dit: «Mon dernier master que je vais faire à l'ENS, ça va être le MVA, mathématiques, vision, apprentissage», où là, vraiment, tu as un panel de chercheurs qui t'expliquent l'IA qui est assez incroyable. Des gars qui travaillent chez Meta, chez les GAFAM, et cetera. Et là, c'est là, un peu là où je me suis dit: «Ah ouais, c'est incroyable, tu peux travailler dans n'importe quel domaine, tu fais des choses super intéressantes». Et tu as également ce truc créatif avec le code qui est super intéressant et avec l'IA aussi, on va voir. ok, super. Tu peux Vas-y. nous dire un peu plus ce que c'est le MVA dont on parle C'est à vrai MVA, qu'on l'ENS? en entend beaucoup parler, Ouais. ouais, mais donc ce que j'ai c'est dit, un peu c'est obscur. mathématiques, vision, apprentissage. C'est un peu la voie royale pour faire de l'IA en France. Tu as plein de gens qui ont monté des grosses boîtes, comme Arthur Mensch, par exemple, qui sont passés par là, et plein d'autres, hein, aussi, plein de gens qui travaillent chez Hugging Face, par exemple, aussi. Et en CEO de Mistral pour, Ouais, exactement, CEO de Mistral, ouais. Et du coup, c'est un master plutôt orienté recherche. On va faire des maths, du machine learning, deep learning, donc comment on apprend à une machine, en fait, à apprendre à faire des tâches. Et on a aussi pas mal de tâches comme la vision, des domaines d'application qui vont de la médecine à la 3D, à tout ce que tu veux. Et c'est super intéressant parce que tu travailles avec des super labos et tu apprends des choses qui sont vraiment en train d'être implémentées et en train d'être distribuées par l'industrie. Donc c'est vraiment un master qui est super intéressant à faire, où tu rencontres des gens qui sont également, à la pointe de la technologie. Et il y a pas mal cette fibre entrepreneuriale aussi là-bas. Donc c'est assez intéressant sur les gens avec qui que tu vas rencontrer et avec qui tu vas travailler. OK, et ça, c'est sur 1 an, 2 ans? Ça C'est dure sur combien de un temps? an, 1 an. 1 an. Et Vous donc tu êtes à peu combien dans le master? on est, si je me trompe pas, on est à peu près 200. 200. Et Pour c'est un combien de master gens à qui la postulent? alors là, je saurais pas te dire, mais c'est assez sélectif. Et en fait, c'est des cours à la carte. Donc en fait, si tu es plutôt intéressé par la vision, tu peux te dire: «Je vais faire que de la vision». Si tu es plutôt intéressé par le texte, les LLM, tu te dis: «Bah, je vais faire un parcours LLM». Si tu te dis: «J'ai envie de travailler dans la santé», tu vas aller bosser avec les hôpitaux pour essayer d'aller mettre, Mais le parcours LLM, il a été créé récemment, j'imagine? Ça devait pas être un sujet avant, tu pas vraiment de parcours, qui est, mais si tu as tu des veux, nouveaux cours qui sont tu as des actualisés, nouveaux cours qui sont actualisés. OK. Et déjà avant la sortie de ChatGPT, moi je l'ai fait avant ChatGPT, tu avais pas mal de cours sur le NLP, donc ce qui est Natural Language Processing, et ce qui était un peu avant, ce qu'on faisait au lieu des LLM, si tu veux. OK. Et tu as choisi quoi comme cours? Moi, j'avais choisi beaucoup de vision à l'époque. Donc aujourd'hui, je suis chez DxO Labs, donc ça se recoupe. Mmh. Mais j'avais choisi beaucoup de vision et je faisais beaucoup d'imagerie satellite. OK. Et donc du coup, à l'issue de ton master, qu'est-ce que tu as fait? Tu as direct, rejoint cette, boîte ou tu es passé Pas ailleurs? du tout. OK, J'ai fait un dis stage chez Kairos. C'est une boîte qui fait de l'imagerie satellite, donc de l'intelligence dessus, qui va regarder les énergies, la forêt, etc., faire du monitoring à base d'imagerie satellite. Et j'avais vraiment adoré. Sujet hyper intéressant, des gars super forts, etc. J'avais fait 6 mois de stage chez eux et après, comme ils étaient proches des labos, j'ai fait une thèse avec l'INRIA. Enfin, j'ai fait une thèse, j'ai commencé une thèse
que j'ai arrêté par la suite parce que ça me convenait pas. Mais c'est un peu comme ça, ouais, que j'ai fait un peu de recherche et cetera et après on aura l'occasion d'en parler, mais j'ai fait de la freelance et je suis atterri chez DxO par la suite. Ok. L'INRIA, OK. qui est un labo de recherche en France, C'est ça, ouais. un des plus connus en Ouais. intelligence artificielle. Ouais, Est-ce que tu peux expliquer spécial. un peu Alors ce que c'est aussi, l'INRIA peut-être? Ouais, bah, l'INRIA, c'est le gros labo, sur, ouais, on va dire l'IA pour que les gens comprennent ici. Tu fais du machine learning, des statistiques, ils ont par exemple fait des, bibliothèques Python comme scikit-learn, qui est une bibliothèque pour démocratiser comment tu fais du machine learning en fait, hyper utile et ouais, c'est un labo qui est à la pointe de la technologie en France, ouais, ouais et tu as plusieurs personnes, assez connues qui sortent de ce labo-là. et du coup, pourquoi est-ce que tu as arrêté ta thèse? À quel moment tu t'es dit, «La recherche, ça ne me convient pas» et qu'est-ce que tu as fait en freelance, du coup? Ouais, ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, si tu veux, bon, je viens de Marseille et tout, je fais l'école normale supérieure, super content parce que c'est pas ce Ben, à quoi j'avais c'est l'habitude, tu vois? l'élite. C'est l'élite, ouais, exactement. Je finis l'école et là, je me dis, «Bon, qu'est-ce que je fais?» Tu vois? Je savais pas trop quoi faire. Je me suis dit: «Bon, bah, on va continuer dans le truc le plus prestigieux, faire un doctorat» et très mauvaise idée, en fait. Très mauvaise idée parce que si tu veux faire de la recherche, il faut être passionné, avoir un but derrière, c'est-à-dire potentiellement être chercheur et moi, en fait, si tu veux, j'ai fait le doctorat pour avoir, si tu veux, le diplôme et faire quelque chose d'intéressant et à la pointe, si tu veux. Donc en fait, les 6 premiers mois, ça marche bien et après tu perds un peu en motivation et j'aimais pas trop l'environnement de recherche ou si tu veux, j'avais un peu du mal à voir des gens qui avaient 50 plus et qui étaient toujours au même niveau, de vie que moi, en fait. C'est assez précaire, hein, quand tu fais de la recherche en France, donc il faut vraiment avoir cette passion-là pour, durer dans le temps et avoir un but. C'était pas mon cas et si tu veux, je me suis un peu détaché de la recherche petit à petit et je me suis mis à faire de la freelance. J'aimais beaucoup le côté produit, j'avais un peu envie de connaître, un peu plus sur moi et d'aller me vendre, si tu veux, à des entreprises et voir ce que je pouvais faire. Et ce qui est marrant, c'est à votre avis sur quoi j'ai commencé à faire de la freelance? Vision? Non, pas du tout. Justement, je cherchais en vision, je trouvais pas du tout, je trouvais rien, aucune mission et du coup, j'ai commencé ma thèse en novembre 2022. Peut-être que cette date vous dit quelque chose? Novembre 2022, ça vous dit Pour, quelque chose? GPT? Exactement. Le GPT-3? 30 novembre, il y a Ouais, GPT qui sort ouais. et là, moi, je commence à l'utiliser et je me dis: «Mais c'est quoi Ouais, cette dinguerie?» tu vois? Enfin, je me dis pas ça, mais je me dis, on se l'est tous dit, on se l'est tous dit. c'est ouf qu'on ait cette technologie-là Ouais, gratuitement à disposition arrive et aussi vite. ouais, arriver aussi vite et en fait, ce que tu captes très rapidement, c'est que c'est une compression du savoir qui est sur internet et donc tu as un accès à l'information qui est facilité, mais fois 10 quoi. Par Ouais. rapport à Google où tu fais des recherches, là, ça s'adapte en plus à ta question, donc c'est super et du coup, je cherche de la freelance sur, l'IA en entreprise. Comment Tout en faisant ta intégrer? thèse, Ouais, tout en les faisant 2 ma en même thèse temps. au début, ouais. Ouais, exactement. Comment intégrer l'IA en entreprise? Ouais, c'est ça et là, en Donc du fait, consulting d'IA un peu avant l'heure, quoi, dès le ouais, parce que début. je m'amusais avec des frameworks comme LangChain, donc qui est un framework qui permet, si tu veux, d'orchestrer des modèles de langage avec des outils, de faire, par exemple, des recherches dans une base de données et cetera. Je m'amusais à faire des outils pour ma recherche. J'avais des si tu veux, moi, j'avais des articles de recherche que j'avais et j'avais, si tu veux, un moteur de recherche qui fonctionnait avec de l'IA, qui me permettait d'aller chercher de l'information dans ces articles-là pour faire ma recherche et en fait, je me suis dit: «Bon, bah, si ça, j'essayais de l'appliquer en entreprise». C'est là où je me suis lancé en freelance et là, je suis contacté très rapidement par, Jérôme Ménière, fondateur de DxO Labs, avec qui ça a matché directement. Donc c'est un grand passionné de tech, il est parti, aux États-Unis et cetera. Ça a très bien matché et justement, il voulait quelqu'un qui savait utiliser LangChain pour faire des POC chez lui et utiliser l'IA, voir qu'est-ce que ça pouvait changer et le courant passe très bien, ça passe super bien, et au fur et à mesure, j'ai travaillé de plus en plus pour lui et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je dirige une équipe, où on fait de l'IA en interne et également, on essaye de l'intégrer dans les logiciels. Et pour les personnes qui nous écoutent et qui aimeraient commencer justement à pouvoir déployer de l'IA en entreprise, Mmh. tu parles beaucoup de LangChain. C'est un outil très puissant, mais je pense qui est pas connu de tout le monde. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus ce que c'est, comment Ouais, l'utiliser et quelles sont les possibilités grâce à LangChain? ouais. Alors spoiler, on l'utilise plus. Parce que l'IA, ça évolue très vite, mais en gros, il y a d'autres personnes qui font ça, notamment, OpenAI qui ont leur propre framework aujourd'hui et Anthropic aussi. En gros, ce que ça permet de faire, c'est, imaginons que tu as de la donnée dans ton entreprise. Tu peux te connecter à plusieurs logiciels. Par exemple, je pense à des logiciels qui vont gérer des tickets, qui vont gérer, par exemple, le support client, et cetera, les comptes utilisateurs et c'est un framework qui permet de connecter ton modèle de langage, donc un assistant, en fait, si tu veux, avec tes données à toi et tes logiciels que tu as. Donc en fait, ça te permet de récupérer de l'information un peu partout dans l'entreprise et à l'utiliser pour, faire des outils internes, pour avoir de l'information recoupée par rapport à plusieurs sources de données. Donc en fait, c'est ça, ça va orchestrer des outils et ton modèle de langage. Donc tu as ton modèle de langage qui est au-dessus de tout ça,
qui va orchestrer plein d'outils pour aller chercher de l'information sur tel ou tel logiciel ou dans telle ou telle base de données et va pouvoir en fait te synthétiser ce qu'il a trouvé. OK. Et on parle de quel type d'entreprise là? À partir de quel, niveau de données, dataset, taille d'entreprise, ça devient pertinent d'implémenter ce genre de framework? Je pense que toutes sortes d'entreprises OK. et ça va être encore plus intéressant dans les entreprises qui sont grosses où, si tu veux, l'information, elle est un peu, partitionnée dans différents départements. Donc c'est pour créer un peu aussi, ce flux d'informations qui va mieux circuler entre ton département, par exemple, de finance, ton département de recherche et cetera. Donc ça permet, si tu veux, d'éviter la compartimentation de l'information dans ton entreprise. OK. Et très intéressant. Et du coup, tu as arrêté totalement tes activités de freelance pour rejoindre cette entreprise ou tu as quand même gardé ça un peu sur Non, non, le non, side? j'ai toujours des projets, Ouais, d'entrepreneur à c'est ce côté. qu'Aurélien nous a dit. Ouais, à côté. Mais ouais, je fais ça, plein temps maintenant et c'est super intéressant parce qu'en fait, on est aussi du côté produit qui change beaucoup par rapport à ce qu'on faisait en recherche et moi, c'est un truc qui me plaît beaucoup, ouais. Mmh. Et donc là, tu intègres l'IA au sein de cette entreprise DXO. Mmh. Est-ce que tu peux nous dire concrètement ce que ça signifie intégrer l'IA dans l'entreprise? Ouais. Est-ce que c'est Alors pour gagner du temps? Est-ce que c'est pour aller plus vite, pour permettre d'avoir plus de puissance pour l'édition photo? Enfin, est-ce que tu peux aller un peu dans le Et détail? ouais, aussi, ouais. les impacts sur, Mm. la croissance, le chiffre d'affaires, les KPIs un peu Ouais, financières, ça va être s'il y su en a. ouais, ça va être super intéressant. Alors du coup, ce qu'on essaye de faire, c'est par exemple éviter, rapatrier des processus qui sont externes à l'intérieur de l'entreprise. Typiquement, je prends un exemple, à chaque fois qu'un logiciel sort, ils font des vidéos, un peu comme on est en train de faire là, des podcasts, où il y a des ingénieurs qui sont interviewés, les chefs produits et cetera, pour parler du produit et ces vidéos-là, elles sont distribuées en anglais, en français, en allemand, en chinois, en japonais. Donc il y avait forcément un studio de doublage qui fonctionnait avant et maintenant pour certaines vidéos, on utilise totalement l'IA pour faire, on tourne en anglais, on fait la transcription, OK? Donc c'est-à-dire on a le texte, on fait la traduction, dans une langue, chinois, français et cetera. On clone la voix des interlocuteurs, donc des speakers et après on fait le doublage avec lip Ce syncing. que font Caption, CapCut peut-être, des concurrents, c'est un peu des concurrents directs sur cet aspect-là ou pas du tout? Je partirais plutôt sur Eleven Labs, Eleven donc Labs, une ouais. boîte anglaise qui fait, leur modèle audio et qui ont des studios de doublage qui font ça et donc on parvient à faire ça et ça nous fait gagner du temps, en fait et puis on n'externalise pas, donc on contrôle tout de A à Z. Alors c'est pas encore à 100 parce que sur des grosses vidéos encore on préfère faire, appel à un studio de doublage pour la qualité. On n'est pas encore au niveau d'un studio de doublage, mais ça arrive et ça progresse très vite. Et vous êtes combien dans l'équipe chez DXO? On est, alors tu parles de DxO ou mon équipe à moi? Ton équipe à toi? Mon équipe à moi, on est un peu moins d'une dizaine. Et OK. DxO? DxO, il y a à peu près 200 collaborateurs. OK. Et ça n'a pas été trop compliqué pour tous ces collaborateurs-là de passer justement d'outils qui n'étaient pas d'IA à une intégration directe comme ça que tu es en train d'implémenter dans l'entreprise? Comment est-ce que tu as réussi à faire passer, la mouvance et le shift? C'est le gros, bottleneck, je pense, quand tu essayes d'intégrer l'IA. La technologie, elle est là. On sait qu'on peut faire les choses. Mais après, c'est comment on va l'intégrer dans les procédés qui existent dans l'entreprise et comment tu gardes en fait la force des gens, si tu veux, leurs points forts, sans que l'IA en fait prenne le dessus sur ça. Donc là, il faut que en amont, tu regardes un peu les procédés, il faut que tu parles aux gens, il faut que tu réfléchisses où est-ce que l'IA peut être intégrée sans perturber les gens, en gardant la qualité et en essayant en fait, si tu veux, de gagner sur la vitesse et sur et sur, j'allais dire, essayer que les gens qui sont déjà dans ces procédés-là puissent encore plus mettre, leur travail en avant et être plus créatifs, avoir plus d'impact sur ce qu'ils font. Donc en fait, essayer d'optimiser le procédé avec de l'IA pour que les gens aient plus de valeur ajoutée dans ce procédé-là. Bien Donc sûr. c'est assez dur à faire et ça passe par beaucoup de discussions et par une interface qui va être aussi, intéressante. Ouais, parce que Mmh. juste avant, avec Yoann, on parlait énormément des différents modèles, du côté technique, de comment tu développes ces modèles-là. Là, j'ai l'impression que tu pars plus, toi, sur une vision plus produit de l'IA, où justement, c'est bien d'avoir des super modèles, mais si on n'arrive pas à les intégrer dans un processus métier, ou même que les utilisateurs peuvent l'utiliser facilement, ça ne sert à rien. Donc toi, tu Exactement. travailles plus sur cet aspect produit-là pour l'intégrer en entreprise. Exactement, ouais. C'est le gros point difficile de l'intégration. C'est en fait, comment tu réfléchis à intégrer un modèle super puissant et les modèles peuvent quasiment tout faire aujourd'hui, hein. Ça c'est véridique. Mais comment tu arrives à, déjà, expliquer aux gens, comment l'utiliser? Donc avoir un workflow qui est simple et qui fasse le taf qui est, nécessaire, quoi. Et tu as des use cases
concrets, des exemples à part justement pour la vidéo que tu es en train d'intégrer et tu penses vont pouvoir avoir un ROI vraiment très important dans la boîte? Ouais, on l'a déjà vu, donc par exemple, on fait un système d'assistant pour le support client qui répond pas directement aux utilisateurs, Mmh. mais qui va en fait aider les agents, donc les agents en place, les agents humains qui répondent aux questions des clients. Et cet assistant-là, en fait, il va, les aider à répondre. C'est-à-dire qu'il va suggérer une réponse et il va leur donner, si tu veux, les documents intéressants à regarder. Donc là, en fait, c'est pour éviter à la personne déjà à réfléchir trop en amont et avoir déjà l'information qui est centralisée à un endroit. Tu vois? Et ça, par exemple, ça aide et on voit, par exemple, on a déjà, quelques retours sur ça, où on voit qu'on répond plus vite, en fait. Donc le SLA, il descend, si tu veux. Donc ça, c'est hyper important et donc du coup, les gens sont plus satisfaits du support client. Et un truc aussi qui est intéressant, c'est que pour des questions un peu banales, bah, en fait, l'IA, on va pouvoir rajouter beaucoup d'empathie. Parce que, par exemple, pour un opérateur humain, ça va l'embêter, si tu veux, d'avoir 15 fois la même question par jour et devoir répondre bien comme il faut en mettant la forme et cetera. L'IA, ça la dérange pas, elle a pas de conscience, tu vois? Comment tu ajoutes cette empathie? C'est du prompt engineering. Donc c'est-à-dire, tu regardes un peu quelles sont les règles dans le support client pour répondre bien comme il faut et tu essayes de transcrire ces règles en instructions pour le modèle. Mais du coup, par exemple, sur ce use case, tu es capable de mesurer financièrement le ROI? Ou est-ce que le coût et le temps que ça t'a pris d'implémenter l'IA qui va un petit peu aider les agents, il pourrait pas être réparti justement sur, un humain qui fait juste ça, tu vois? Non, on a regardé du coup, ce qui est bien, c'est que l'IA, elle tourne H24. Donc tu as pas besoin d'avoir un support qui est un peu partout dans le monde pour répondre à des utilisateurs qui sont à l'international et on a regardé les ROI et en fait, on était gagnant. Donc on gagnait de l'argent parce que, en fait, il aurait fallu, prendre beaucoup plus de personnes que, beaucoup plus de personnes, je veux dire les embaucher au support client pour avoir les mêmes résultats que ce qu'on a avec l'IA aujourd'hui. Et le support client qu'il y avait chez DXC aujourd'hui, ils font quoi? Ils sont toujours là, ils sont OK. toujours là. En fait, on les aide. Si tu veux, Mmh. même il a grandi parce qu'on veut s'améliorer au niveau de la qualité, et de la vitesse de réponse. Mais en fait, il y a l'IA qui arrive en plus derrière pour avoir, cet effet de levier, si tu veux. Elle s'additionne, elle supprime pas. Exactement, elle s'additionne, ouais. Et c'était vraiment, nous, la philosophie qu'on avait quand on a réfléchi à l'intégration, c'est on veut pas supprimer de poste. Parce qu'en plus, les gens, font bien leur travail, tu vois? Ce qu'on voulait, c'est vraiment avoir un outil qui peut les aider. Mais techniquement, vous pourriez en supprimer et remplacer aujourd'hui. Techniquement, ça serait compliqué de supprimer, le support client parce que c'est quand même eux qui sont garants de la qualité. Donc l'IA fait des suggestions, mais eux peuvent modifier la suggestion, l'améliorer, et cetera. Donc ça leur fait gagner du temps. Par contre, si on passait à un système qui est tout IA, aujourd'hui, je pense qu'on perdrait en qualité, si tu veux. Donc on ne peut pas le supprimer. Mmh. À part si tu es prêt à avoir un service client qui est de moins bonne qualité et du coup avoir des utilisateurs qui sont moins contents. Mais bon, je pense pas que c'est le cas des entreprises. Mais ouais, ça c'est vrai que ça va être une grosse question d'éthique, un gros Mmh, enjeu pour, toutes les entreprises, des 10 prochaines années. Est-ce mmh. que tu cut, sur les coûts et augmentes ton ROI quitte à perdre ta satisfaction client? Est-ce que tu peux développer des IA qui te permettent de garder cette satisfaction client? T'en penses quoi toi? Moi, j'en pense que les gens, ils aiment bien avoir un contact humain quand même. Et donc, il faudrait toujours qu'il y ait des humains pour parler quand même à d'autres humains. Bah, je sais pas vous, mais moi, ça m'énerve personnellement quand j'ai un robot, au bout du téléphone et j'imagine, quelqu'un qui est pas content, qui a un bug dans son logiciel, s'il a un robot qui est pas hyper capable, qui a pas d'empathie, Mmh. ça va être compliqué. Mais C'est là, tu soulèves normal, un mais point intéressant, Mmh, c'est que, c'est parce que pour l'instant, on n'est pas capable enfin, c'est assez facile de voir la différence entre l'IA et l'humain. ouais. Sauf que dans quelques années, Sauf que on ça évolue, n'arrivera ouais. peut-être plus à la faire, cette distinction-là. C'est possible, Et c'est donc, possible. peut-être que ça nous rendra peut-être plus fous quand, on aura justement ces IA capables de reproduire Ouais. parfaitement un humain et Ouais, l'interaction à l'humain, ouais, ouais, ouais. avec les émotions, avec l'empathie dont tu Ouais, tu parlais. raison, t'as raison. À voir à quel point on arrive à reproduire ça, à quel point ça paraît naturel. Mais c'est forcément un domaine où les choses vont bah, s'accélérer c'est tout le prochainement, ouais. sujet du livre de, Yuval Noah Harari, Homo Deus, où il explique que, ben, cette spécificité humaine dont on a l'impression qu'il va se trouver, que ce soit dans nos interactions, dans les œuvres qu'on écoute, ce qu'on génère, en fait, elle est reproductible, et elle l'est de plus en plus facilement, quoi. Mmh. Ouais, ou du test de Turing. Également, ouais. Et donc là, tu vois, on parle un petit peu de ces IA qui vont aider au support client, qui vont pouvoir réaliser même des actions dans le Mmh mh. sens où, même pour la vidéo ou les photos, et tu orchestres ça dans ton entreprise. C'est un système qu'on pourrait définir comme étant des agents. Alors, pas vraiment, là, on est plutôt sur de la planification de tâches.
Mmh. Alors qu'un agent, ça va plutôt être quelque chose qui est autonome, si tu veux. Donc là, c'est un modèle de langage, donc comme ChatGPT par exemple, qui va contrôler plusieurs outils, mais de façon autonome pour remplir une tâche que l'utilisateur lui a donnée. Donc on ne peut pas parler d'agent dans ces cas-là, c'est plutôt de la planification. Donc nous, on a planifié un certain procédé, et tu as l'IA qui est au milieu, qui va, si tu veux, Mmh. être utilisé pour recueillir les informations, synthétiser, Un etc. collaborateur. Un peu un collaborateur, ouais. Et est-ce que ce serait pas la première version de l'automatisation dans ton entreprise et ensuite passer sur un modèle plus agentique? Ouais, 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 je pense qu'on va vers là. Je pense OK. qu'on va vers là, et d'ailleurs, ce qui est pas mal, c'est que nous, on donne beaucoup, alors les agents comme Claude Code ou par exemple, Codex de chez OpenAI, donc c'est des agents, donc des LLM qui orchestrent plein d'outils qui peuvent prendre, si tu veux, le contrôle de ton ordinateur. Donc si tu leur demandes de te coder une application, ils vont le faire, par exemple. Bon, avec un certain niveau de complexité, bien sûr. Mais ça, par exemple, on l'a donné à des directeurs produits, et maintenant ils sont capables de faire des mock-ups en code grâce à ça. C'est-à-dire qu'ils passent plus par, Figma, enfin ils le font encore, mais parfois ça leur arrive, de dire: «J'ai envie de tester ça», je prends Codex, je discute avec Codex, je lui donne par exemple des images d'inspiration et cetera, d'applications web et cetera, et ils ont le mock-up qui est fonctionnel. Donc tu imagines que là, tu gagnes pas mal de temps. Parce que ça veut dire que le gars, il arrive en réunion, il a son mock-up qui est prêt, qui est fonctionnel, tu vois? Et c'est Ouais, fait rapidement. c'est vrai que là-dessus, après, au niveau du vibe coding, on est quand même loin aujourd'hui d'avoir des résultats qui sont vraiment commercialisables, tu vois? Ouais, C'est bien j pour, vraiment tester une idée, mais pour moi, on n'y est pas encore. Je sais ouais, je pas suis si complètement tu utilises d'accord avec des outils toi. qui permettent, de se rapprocher de ça, mais Après nous, on a établi une façon de travailler avec l'IA dans mon équipe, où, on arrive à complètement coder avec l'IA et avoir du code qui est en production, si tu veux. Ça va pas être du code qui va être d'une très, très grande qualité, hein, ça va pas être du code comme chez AWS, par exemple, ou comme chez Google, mais c'est suffisant pour des outils en interne en production, tu vois? Et donc là, on va gagner énormément de temps, et en fait, ce qu'on fait déjà, c'est qu'on utilise, plusieurs agents. Donc j'ai parlé de Claude Code et de Codex, et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont des personnalités un peu différentes. Tu vas avoir Claude Code qui va être, hyper, joyeux, hyper enthousiaste par rapport à ce que tu fais, qui va te dire: «Ah j'adore ton idée, allons-y» et cetera. Et tu as plutôt Codex qui est un peu, si tu veux, le développeur, de l'Est, qui lui, fait les choses carrées et te dit: «Ouais, non, ça c'est trop oui, compliqué, on tu peux les simplifie». paramétrer comme un GPT où tu peux définir l'humeur avec laquelle tu veux qu'il te réponde ou Tu tu peux le faire dans une certaine mesure, mais de base, par rapport aux modèles de qui sont base, de facto, utilisés, il y ils ont a une déjà certaine une, personnalité, tu OK. vois? Et en fait, quand tu utilises les 2, c'est assez intéressant parce que c'est comme si tu avais un développeur hyper enthousiaste et un hyper carré, si tu veux. Et du coup, bah, en fait, quand tu fais travailler les 2 ensemble, tu as un peu le meilleur des 2. Parce que tu vas en avoir un qui va faire beaucoup d'exploration, tu en as un autre qui va faire du code hyper propre, et c'est là où tu arrives quand même pas mal à t'en sortir. Et un truc qui est hyper important dans notre équipe, justement pour, collaborer avec l'IA, parce qu'on le considère vraiment comme un collaborateur maintenant, c'est on a un système où on a un fichier qui fait foi entre, l'équipe et l'IA. Ce fichier-là, il est modifiable par l'IA et par nous, et en fait, c'est comme ça qu'on va signer un contrat avec l'IA pour vraiment contrôler ce qu'elle fait, si tu veux. Et elle, elle peut nous remonter des informations aussi grâce à ce fichier-là. Et c'est vraiment la façon qu'on a de communiquer avec elle et de contrôler, justement qu'elle fasse pas d'erreur, qu'elle aille pas modifier des fichiers alors qu'on veut pas, qu'on ne le veut C'est pas. ultra intéressant et Mmh. ce fichier, pour, heu, pour avoir une idée pour les auditeurs qui nous écoutent, il a quelle forme concrètement? C'est Alors un ça ressemble un peu à un cahier des charges, si tu veux. OK, c'est Donc comme, presque un document Word quoi? Ou ouais, c'est du markdown parce que c'est facilement lisible par les IA, mais si tu veux, c'est un document Word où tu vas avoir ton cahier des charges. C'est-à-dire, si tu veux, les fonctions que tu vas avoir dans ton application, l'architecture que tu vas utiliser, quelle technologie tu vas utiliser, pour qui c'est, l'audience et cetera, et les étapes pour l'implémenter. Donc en fait, tu as une étape de brainstorming en amont qui est hyper intéressante, où tu clarifies tout ce que tu veux faire pour ton application, de l'architecture, à l'utilisateur, au flow de l'utilisateur, et une fois que tu es vraiment sûr de ce que tu fais, en fait, tu vas demander à l'IA de l'implémenter. Et c'est là où la délégation se passe, en fait. Toi, tu as une réflexion hyper pointue en amont, donc on se concentre vraiment sur, en gros, conceptualiser la chose, et une fois qu'on a tout conceptualisé, qu'on a vérifié que tout fonctionnait, là, on va demander à l'IA, justement, de faire l'implémentation. Donc de gérer les détails, si tu veux, du code. On a pensé à tout en amont, et on laisse l'IA implémenter ça. Bon, bien sûr, on contrôle, hein. On laisse pas l'IA faire tout à 100, mais je dirais qu'aujourd'hui, 90 du code dans notre équipe, il est fait par l'IA. Et ça marche vraiment ou on est encore loin quand même du Alors, résultat? Parce que là, quand tu dis, on laisse un petit peu travailler l'IA, il y a un peu cet effet black box dans le sens où tu sais pas un petit peu ce que l'IA va être capable de faire et même comprendre un petit peu les résultats. Et à force de la laisser faire comme ça, est-ce que les résultats fonctionnent réellement?
Alors ça, du coup, on a beaucoup travaillé sur ça et il y a des choses à mettre en place. Tu as notamment de l'observabilité à mettre en place. C'est-à-dire que quand tu es en train d'implémenter, ton application, tu vas vouloir, en fait, si tu veux vérifier certaines étapes, avoir des tests unitaires à certains endroits, avoir des logs pour pouvoir vérifier ce qui se passe et pour que l'IA elle-même se vérifie toute seule et puisse avancer et se débloquer toute seule. Donc en fait, il y a toutes ces bonnes pratiques qu'en fait ont les bons programmateurs qu'il faut utiliser quand tu utilises l'IA. Si tu es pas structuré, tu es pas organisé et que tu fais du vibe coding, je déteste ce mot d'ailleurs, mais en fait, tu es sûr d'avoir, un résultat qui est vraiment pas bon. Parce que justement les modèles actuels, ils ont pas assez de logique, ils ont pas assez de règles, ils ont pas assez de compréhension de toi, ce que tu veux faire pour avoir ce que toi tu veux faire. C'est pour ça qu'on a ce document-là qui définit tout en amont et comment se comporter, C'est ça. comment créer l'observabilité et cetera. Mmh. Donc il faut vraiment être hyper structuré pour utiliser l'IA à bon escient. Sinon, effectivement, ça part dans tous les sens et tu te retrouves avec un code qui a ni queue ni tête, quoi. Ouais, tu mets des tests et il faut être super rigoureux sur chacune des étapes. Exactement. Et il faut être patient. Il faut pas essayer de brûler les étapes, justement. Pas te dire: «Je vais faire le 0 à 1 à un seul coup». C'est tu mets chaque petite pierre, tu progresses petit à petit et tu contrôles à chaque fois tout ce que fait l'IA. Et quand tu fais comme ça, il y a aucun souci. Ouais. OK. Et ouais, cette manière de bosser avec l'IA, tu la recommandes sur tous les cas d'usage et toutes les applications? Hem, ouais, je pense. Alors, est-ce que tu peux un peu préciser ta question, c'est-à-dire à quoi tu penses, Hem, ben, là, toi, tu l'utilises pour du code, mais que ce soit pour faire, une stratégie, de développement commercial, une stratégie de développement marketing, une stratégie de création de contenu, une stratégie de développement RH, tu penses qu'il faut processiser à chaque fois ou qu'il y a des domaines plus simples avec lesquels tu peux OK, vraiment donner carte blanche à l'IA et que OK. ce soit ce sera dans tous les cas plus pertinent ou performant que si Alors tu je le donnais à un humain? pense que tu peux l'utiliser dans tous les domaines un peu comme ton alter ego. C'est-à-dire que toi, tu as une idée et tu vas soumettre cette idée-là à l'IA et tu vas lui demander de te challenger dessus. Là, tu vas avoir des retours comme quand on parle, par exemple, tous les 2 et cetera. Ça va être intéressant pour compléter ton approche. Après, quand tu veux vraiment construire quelque chose avec l'IA, là, tu es obligé d'être organisé. Donc si tu veux construire un plan, qui est hyper précis et tout, tu vas être obligé d'être organisé, tu vois? OK. Mais si tu veux être challengé, non, tu peux juste discuter avec l'IA. Et est-ce que toi, tu as des workflows ou des frameworks d'organisation pour être sûr de, bah, bien, prompter, itérer petit à petit, et obtenir, le Ouais, résultat ouais, attendu? complètement. Bah, déjà, il y a aussi pas mal d'expériences qui jouent, c'est-à-dire, ta connaissance du modèle. Parce qu'en fait, finalement, savoir quelles sont ses limites et cetera, c'est par rapport à toi ce que tu as déjà fait avec. Ça, c'est super compliqué, il faut passer du temps avec le modèle pour savoir quelles sont les limites, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire et après oui, tu as ce que je disais, ce document-là qui est préparé en avance où je vais peut-être travailler un jour, 2 jours dessus, hein, avant que l'IA, prenne le relais et donc du coup, il y a vraiment un workflow à respecter, des règles de codage à respecter et cetera pour pas que ça parte dans tous les sens. Ouais. OK, très intéressant. Et donc là, c'est un peu de l'entrepreneuriat que tu fais dans la boîte, dans le sens où tu as ton projet et ton objectif, c'est d'essayer d'automatiser au maximum avec les outils actuels d'IA. Tu as développé ton process qui fonctionne. C'est quoi les next steps? Est-ce que à côté, tu as envie de monter ta propre boîte? Est-ce que tu montes tes projets à côté? Ouais, c'est une idée, ouais, que j'ai pas mal depuis, 6 mois. Forcément, en ayant, ce laboratoire chez DxO Labs où j'ai plein de si tu veux, plein d'initiatives et cetera, où je peux vraiment faire le produit de A à Z, de la conceptualisation, développement, implémentation, déploiement et après retour utilisateur. Forcément, ça te donne envie de monter ton truc, ouais. Ça donne envie et j'ai plusieurs projets, sur le côté, notamment une application de surf avec Thibaut Degailleur qui est un influenceur surf, dans le domaine du surf en France et justement pour essayer d'utiliser l'IA afin d'aider les gens à comprendre, comment choisir les spots, à leur apprendre la culture surf et cetera. Tu peux nous expliquer un peu plus comment ça fonctionne? L'application? Ouais. Donc l'application, c'est un peu un mélange entre Airbnb et Strava. Mmh. Airbnb dans le sens où, quand tu vas être à un endroit, il va te proposer les spots qui sont les mieux pour toi par rapport à ton niveau, la planche que tu vas utiliser, les conditions que tu aimes bien et cetera et pourquoi Strava? Parce que tu as aussi la possibilité de loguer tes sessions et en fait de les montrer à tes potes, par exemple. Donc aujourd'hui, j'ai fait tant, j'ai pris 40 vagues, j'étais plutôt, en backside, tu vois? Bon, désolé pour les termes un peu techniques dans le surf et après tu auras la possibilité, ouais, un peu cet aspect communautaire, de voir qui est sur le spot. Est-ce que tu as déjà rencontré des gens, qui sont sur le spot et cetera? Ce côté-là qu'on essaie d'amener avec Thibaut, qui est le fait de se faire rencontrer les gens, en fait. Pourquoi on pouvait pas le faire avant ça? Et ben, en fait, l'IA, là, ici, elle va apporter un truc qui est l'analyse des données.
si tu veux. Les modèles sont assez puissants aujourd'hui, ont assez de logique, de raisonnement pour analyser tout ce qui est données météorologiques, mais ton niveau à toi aussi. Donc, elle va être capable de dire quelque chose de différent selon si tu es débutant ou si tu es intermédiaire et la planche que tu as par rapport à la géométrie de ta planche, etc. On Il revient faut sur le le faire pour le contexte. kite aussi. Et tout le monde me dit ça. À chaque fois que je raconte ça, les gens me disent, mais mec, Nous, kite, nous, on est team kite. Enfin, je crois. Donc, on débute, on débute. oh, bah, ça sera peut-être après, hein. Ouais. Qui sait? Grâce à ton Non, âge. parce que pour le coup, avec le kite, si tu as cet aspect de données, c'est quasiment les mêmes données que Ouais, le surf, quoi. ouais, Le clairement, vent, les spots. clairement. Ouais. Mais ok, et tu penses que ça, il y a un business model rentable derrière une idée Alors, on comme va ça? pas gagner des millions, hein, mais le premier but, si tu veux, c'est de faire plaisir aux gens et que les gens se rencontrent, et cetera, leur faire apprendre le surf. Après, oui, tu as un business model derrière avec un abonnement, qu'on n'a pas testé encore. Il y aura une bêta qui sortira normalement début 2026 et bah, on va voir. Mais Thibaut a déjà une grande base d'abonnés, et cetera, en France, des gens qui le suivent et on compte sur eux, en fait, pour utiliser cette Ouais, application-là. ok. On n'a pas pour but Ce de sera faire du des freemium, quoi. Au début gratuit et après abonnement si tu veux on pousser le pense à truc. ça, ouais, exactement. Ouais. Et comment tu l'as rencontré, ce Thibaut? L'année dernière, je me suis mis au surf à fond. Je me suis mis à faire des surf camps, Ok. tous les 2 3 mois, tu vois? Et j'en ai fait un avec lui, on s'est super bien entendu et en rentrant du surf camp, je l'appelle et je dis: «Putain Thibaut, et si on faisait une application avec de l'IA?» Et on brainstorm un peu et en fait, on s'est dit que c'était une super idée, c'est sympa d'explorer comme ça. Ça permet Ben de moi, réunir deux passions. C'est ça, ouais, exactement, ouais. moi aussi, du coup, j'ai fait un peu de surf et au Costa Rica, j'ai rencontré quelqu'un qui montait une application Mmh. euh, qui était exactement, enfin, même objectif que toi, donc aider des gens à rencontrer des surfeurs et trouver les bons spots. Mais lui, il le faisait via juste une marketplace où tu payais des coachs, enfin des mecs locaux sur place qui te OK. donnaient les bons spots, Mmh. quoi. Donc c'était un peu C'est intéressant aussi. une C'est hyper ancienne ère, intéressant. tu vois, avant Ouais, l'IA. mais je pense que Aujourd'hui, les 2 sont compatibles. Tu vois? Je pense que même si tu as une application qui fait de l'IA, c'est bien d'avoir un ancrage aussi avec les surf camps qui sont présents sur place et cetera. ouais. D'avoir peut-être des partenaires avec eux Ouais, aussi. ça, Ouais. l'idée c'était d'avoir des guides locaux et que Mmh. tu payes 10 ou 20 dollars pour que tu aies une interaction avec un mec qui te dise ok, bah, selon ton niveau, aujourd'hui je te conseille d'aller là, tu Le vois. gars qui connaît le coin en plus C'est ça. parfaitement, qui a l'habitude de surfer là, donc ouais, ouais. Mais bon, spoiler, ça a pas marché ce truc. OK, Voilà, si tu veux l'info. Mais ça ouais, non, marche. ça montre en fait à quel point on est confronté constamment à des besoins et c'est pour ça que les gens montent des entreprises, mais qu'au final, aujourd'hui, on n'a plus du tout les mêmes manières de résoudre ces besoins qu'il y a juste pas 10, 15, 20 ans, tu vois. Il y a 2, 3 ans et même certains use cases 2, 3 mois, quoi. Ouais, ça change hyper vite et enfin, j'ai aussi dans l'entreprise, si tu veux, un rôle de me tenir au courant des nouveautés et de tester tout ce qui sort et tu vois, le seul moyen d'être au courant, c'est Twitter. C'est tu suis les gars de chez OpenAI, de chez Anthropic, les gars qui sont vraiment là-dedans et qui t'expliquent sur quoi ils sont en train de travailler et toutes les semaines, tu as un truc à tester. Toutes les semaines, c'est hallucinant. Et tu dirais sur Twitter plus que sur les autres plateformes? Ouais, tu peux avoir des trucs intéressants sur Reddit, mais ça va plutôt être sur, comment faire de l'implémentation. Sur Twitter, tu as vraiment, la news en direct, quoi. Enfin, sur X, pardon. C'est comme ça que tu t'informes. Ouais, Mais en ça grande te partie. crée pas cette FOMO constante d'être à la page dont Yoash nous parlait un petit peu et qui peut être un peu Ouais, si, relou à terme, complètement, tu ouais. vois. Si, si, parce que tu as des trucs qui sortent toutes les semaines, tu as envie de tout tester et tu te dis: «Ah putain, j'utilise la technologie qui va pas, aujourd'hui il y a mieux et tout» et faut réussir à résister parfois à cette envie-là. Mais il faut pas manquer les grosses sorties, Il quoi. faut créer une IA qui teste tout à ta place. Ouais, mais ça, c'est pas mal, en train de sortir, hein. Tout ce qui est, quality assessment pour les applications et cetera, tu as pas mal d'IA maintenant qui sont capables de le faire et c'est un point hyper intéressant. Notamment lesquels tu as des noms. J'ai pas de nom en tête, mais par exemple, si tu veux faire, tester ton application que tu viens de coder sur téléphone, maintenant tu as des IA qui utilisent, un peu, ce qui est similaire au computer use. Donc ils prennent, si tu veux, la possession de ton ordinateur et ton écran et cliquent un peu partout. Ils vont pouvoir vérifier si tous tes boutons marchent, toutes tes, features marchent et cetera. C'est intéressant. Tu as Ouais. des IA qui te permettent de faire ça, mais peut-être plus sur un aspect commercial, utilisateur. Par exemple, tu as une idée de produit, tu envoies une landing et l'IA, elle se comporte comme un utilisateur, elle te dit si ton site est clair, si les CTA sont performants, si elle a envie de prendre rendez-vous ou pas. Je pense que c'est une bonne idée. Je pense que ça existe déjà un petit peu, mais c'est pas poussé, à fond. Parce que tu as raison, en plus, tu pourrais dire à l'IA, ben,
tu pourrais là, un peu lui donner des profils, plusieurs profils différents. Je suis quelqu'un de 25 ans qui est intéressé là-dedans, et cetera. Dis-moi si cette page m'intéresse, par exemple, si la landing page est bien faite, si les CTI sont au bon endroit, et cetera. Et tu pourras avoir des retours constructifs, je pense, grâce à ça. Et je pense que plein de gens, en fait, l'utilisent déjà. Ils ont leur agent, ils font leur landing page et ils leur demandent d'avoir un ils les challenge, comme je te disais tout à l'heure un peu. Donc tu peux vraiment utiliser l'IA pour, te challenger dans tout et n'importe quoi, quoi. Le truc qu'il faut tenir en compte, c'est que en fait, donc comment ça a été entraîné les IA, tu vas avoir un comportement moyen. Donc si tu es sur une niche, donc si tu cibles par exemple quelqu'un qui est un peu différent de la moyenne, il faut quand même que tu biaises un peu ton IA, donc tu fasses du prompt engineering pour avoir un résultat, faire un retour qui est intéressant par rapport à ton use case. Il faut penser à faire ça. Mmh. Et c'est quoi les autres use cases auxquels tu as pensé? Les autres types de cas d'usage? Parce que là, tu es parti sur, cette application de surf parce que si c'est 2 passions qui t'intéressaient. Ouais, mmh. Est-ce que tu as testé d'autres choses? Est-ce que tu penses à d'autres choses? Ouais, je pensais pas mal il y a 6 mois à tout ce qui est, contexte en fait, si tu veux. Parce qu'on avait un problème, en entreprise, c'est que tu sais, tu as plein de réunions, tu sors de ta réunion, tu as pris quelques notes et tout, mais il y a quelques trucs qui sont passés à la trappe, tu vois? Et je bossais sur une application où tu arrivais en réunion, tu mettais un recording audio, tu vois? Et après, en fait, si tu veux, tu avais tout un système de contextualisation qui te l'application, elle avait toutes les informations sur tes précédentes réunions et elle était capable de contextualiser la réunion que tu venais d'avoir et de te faire un compte rendu avec les next steps pour chacun, et cetera. Donc en fait, c'est super pratique. C'est un peu comme un autopilote de réunion Ouais. où elle a la connaissance de tes réunions précédentes, de ce sur quoi tu bosses et elle va construire petit à petit, si tu veux, du contexte sur toi et va être de plus en plus précise. Et ça, c'est hyper intéressant, on s'en sert encore, mais un peu compliqué à monétiser, et cetera. Ouais, bah, Et ça puis c'est pas un granola avec une fenêtre de contexte en plus? ouais, ça ressemble à Granola quand même, ce qu'on Ouais. a fait. C'était un peu plus poussé dans le sens où on avait pas mal de, on avait des systèmes de projets et cetera avec l'information qui arrivait à circuler entre tous les projets. Mais le truc, c'est qu'on s'est dit, en fait, pour que ça fonctionne bien, il faut que ça soit Apple ou Microsoft qui le fasse directement. Qui ait directement accès au téléphone qui ou Android si tu veux qui le fasse, Ouais, pour que ça fonctionne vraiment bien. c'est intéressant. Pourtant, granola, ils ont réussi, Ils ont mais c'est réussi, pas mais tu l'utilises par exemple? j'utilise tout le temps. Tout le temps? Ouais, Ouais. Et je pense que justement, le côté intéressant là-dessus, c'est on repart sur un play produit où ils ont repensé comment tu interagis avec l'IA. ouais. Ils sont pas repartis sur un software classique, mais ils sont partis plus sur comment redéfinir Est-ce que l'intégration vous de cet pouvez outil. préciser Ah oui, ouais, ce c'est que vrai, fait pour ceux qui sont des ouais. néophytes et qui connaissent Je pas? t'en prie, J'explique? OK. vas-y. Bah, Granola, c'est un peu, ce que j'expliquais. C'est une application qui va te permettre d'enregistrer n'importe quel vocaux. Quand tu arrives en réunion, tu l'enregistres et en fait, après, tu as la transcription de cette réunion avec si tu veux, la séparation des différents interlocuteurs qui va être là et tu vas pouvoir, en fait, lui demander de faire un résumé et cetera et tu vas pouvoir, enregistrer tes notes dans cette application-là. Ouais. Mais là où ils ont été très forts justement par rapport à tous les outils que tu peux avoir qui vont résumer une réunion, c'est vraiment l'aspect produit, c'est-à-dire comment tu intègres l'outil, le résumé d'IA dans toutes les vidéo calls que tu vas pouvoir avoir. Mmh. Et c'est-à-dire en un clic, tu Ah, peux il va te arriver faire des sur liens entre tes différents vidéo calls il fait justement, ça c'est la fenêtre de contexte, dont on qui parlait tout à manquent? l'heure, qui manque, il n'y a pas encore. Par contre, c'est vraiment sur un aspect produit simple à utiliser. C'est-à-dire que comment ça fonctionne? Tu as ton agenda avec toutes tes réunions. D'un coup, tu vas avoir un pop-up qui va s'afficher via Granola en disant: «Tu as une réunion à ce moment-là», tu cliques dessus, paf, ça s'intègre automatiquement pour faire un résumé sans avoir OK. une autre fenêtre Fireflies qui va s'afficher pendant ta réunion. Donc c'est facile. Tu Mais as t'as pas pas tu encore, pas est-ce que c'est un outil où tu peux intégrer après les informations et les éléments de contexte dans un CRM, dans C En fait, des c'est un peu process? ça qui manque, je pense. C'est C'est un pour peu ça que ça je qui disais que manque. c'était enfin, il faut qu'Apple le fasse, je pense. Enfin, par exemple, Siri, ça serait le bon cas d'usage. Il faut que ça soit lié à tes notes, il faut que ça soit lié à tes calendriers. Calendrier, ils le font, je crois, Granola, par contre. justement, c'est ça. Ouais. Ils ont fait calendrier. Mais la question, c'est est-ce que c'est nécessaire de t'ajouter à tous tes CRM? Est-ce que c'est pas un peu trop? Et c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné jusque-là. Et qu'on doit repartir sur des bases plus simples de ce que tu veux, en fait. Que veut l'utilisateur quand il va faire une réunion? Ça va un résumé de la réunion qu'il a eue à l'instant, tout Ouais, en mais je sais pas, pouvant imagine, prendre les notes tu une réunion qu'il a. avec ton sales manager, vous allez aborder des aspects, KPIs, management des commerciaux et cetera. Le truc, tu peux le sortir dans un HubSpot ou un Aircall et qui va analyser tes statistiques en temps réel et te donner encore plus de est-ce que c'est trop? Est-ce que tu as Est-ce envie de tout que ça? C'est ça la question. Est-ce que c'est pas trop? Tu vois? Et en fait, il faut repartir sur des bases plus simples avec ce qu'on a actuellement, qui sont des outils très puissants comme des LLM, qui te permettent justement d'avoir ton output qui est juste un résumé de ma réunion basé sur les notes que j'ai prises. Et ensuite, tu en fais un peu ce que tu veux. ouais, mais ça, dans ce cas, tu as peut-être pas besoin d'un Granola. Tu prends juste un Aircall IA ou tu prends juste un AI Voice Taker, on en a plein et Bah, c'est là où ils ont été très forts. C'est sur l'aspect produit et intégration qui est simple.
d'utilisation. Il y en a plein d'autres comme ça. C'est un peu cette thèse autour de comment tu interagis avec la machine. Mais je pense qu'on va plutôt aller vers un agent qui est un peu omniscient sur ta machine, en fait. Je pense que les gens attendent ça. Ils attendent que ta réunion, tu l'aies, mais qu'elle soit aussi liée à tes notes que tu as pris 2 semaines avant et qu'elle te dise, ah bah oui, tu avais fait le lien et tout, tu vois. Ça serait hyper intéressant. Et pourquoi on l'a pas encore, justement? Bah, parce Pourquoi que je pense que le fait de gérer le contexte, justement, est hyper compliqué. c'est ça, c'est d'un point Ouais. de vue Mm. technologique, on n'y est pas encore. Il y a une rupture à Il y a mettre une en place. rupture et par exemple, tu Ouais. vois, quand tu parles à ChatGPT, il y a un effet de mémoire. C'est un mécanisme qui est en fait simulé où, si tu veux, le LLM, une fois qu'il a fini de la conversation avec toi, il va regarder la conversation, prendre des notes et les noter quelque part. Et la prochaine fois, il va lire ses notes. Et je crois que je le disais aussi sur le podcast. Ouais. Il va lire ses notes et il va dire ah ok, bah, la dernière fois j'ai retenu ça de toi, mais il va pas tout retenir. En fait, ce qui manque, ce serait l'apprentissage en continu. Ça veut dire que quand tu parles à ton IA, elle apprend aussi de toi. Mais c'est déjà dans les poids du réseau de neurones, si tu veux. Et ça manque. Donc, en fait, ce qu'on a aujourd'hui, si tu veux, l'analogie qui est un peu marrante, c'est comme si on parlait à quelqu'un qui a fait de grandes études, qui a des connaissances partout, mais qui a Alzheimer et qui a pas de mémoire à long terme ni à moyen terme. Mais cette personne, elle le sait et du coup, elle va noter tous les trucs intéressants sur des petits papiers. Et après, elle va lire ces petits papiers avant de te répondre. Hmm. C'est exactement ce qui se passe avec ChatGPT aujourd'hui, tu vois. Et c'est pour ça qu'on a quand même un problème de mémorisation et de contexte. Ils l'ont mis en place quand, cette mémorisation? Assez récemment, ça a été, Un enfin an à pas peu récemment, près? pardon, dès le début, il y a eu Ouais, ce mécanisme-là de ça a mémoire progressé. et ça progresse, ouais, Mais ça c'est quand même progresse. beaucoup mieux Ouais, C'est c'est quand qu'avant. même mieux. beaucoup mieux qu'avant, Si ouais. tu Ouais, crées ouais. des folders, et cetera, où tu traites que d'une thématique dans un dossier, enfin moi je trouve que c'est de plus en plus C'est beaucoup mieux, performant, ouais. ouais. C'est beaucoup mieux, mais on n'est pas encore là parce qu'en fait, je pense que la plupart des gens, quand ils pensent à IA, ils se disent, «Quand je vais lui parler, il va retenir tout de moi» et après quand ils vont dans une autre conversation, ils disent: «Ah mais je lui ai déjà dit ça et il s'en rappelle pas». Bah, ouais, c'est normal en fait, ça marche pas comme ça. Donc il y a ce côté-là qui est quand même à expliquer et c'est pour ça, je pense qu'il y a un besoin réel de formation sur l'IA. Et donc toi, quand tu avais fait ce note taker il y a 6 mois, Ouais, tu avais mis en place cet outil de fenêtre de contexte qui permet de retenir les informations que tu avais eues sur les différents meetings que tu avais pu avoir dans le ouais, passé. ouais. Alors c'était assez coûteux. Pourquoi? Et bah, tu utilises pas mal de LLM pour faire les liens, tu vois, à chaque OK, fois. Tu as aussi OK. besoin de faire de la recherche dans ta base de données. Tu as une base de données qui contient tout ton contexte. Ouais. Et en fait, tu as un algorithme qui va regarder sémantiquement si la réunion que tu viens d'avoir, elle a un lien avec des réunions précédentes, Mmh. tu vois. Et donc ça demande pas mal de coûts. Et c'est assez compliqué aussi, comment tu gères tout ton contexte. Et il y a OK. par exemple Anthropic qui a fait un super guide pratique sur comment gérer le contexte des LLM. Et justement, ils abordent toutes les difficultés que tu peux avoir et comment les contourner, si tu veux. OK. Donc là, un des premiers bottlenecks pour la fenêtre de contexte, c'est les coûts. C'est pas, la qualité des modèles ou ce qu'on est capable de Non, faire tu en termes as la d'IA. qualité des modèles Il y a les aussi. 2. Là, C'est le coût et la c'est le qualité des coût modèles. parce que tu es obligé de compenser, si tu veux, ce qu'il y a pas dans les LLM, c'est-à-dire OK. l'apprentissage continu, par d'autres LLM qui vont faire le travail de synthétiser tes anciennes conversations, essayer Mmh. de faire des liens avec les conversations que tu as eues, etc. OK. Donc, tu as différents appels de LLM qui se font pour justement essayer de rassembler ce contexte dont tu as besoin à un moment. OK, donc là, on revient sur le process dont tu parlais au début, où il faut vraiment avoir une feuille de route vraiment très précise en mettant des hard stops sur chacune des étapes que Exactement, tu ouais. vas mettre en Ouais, place pour pouvoir mettre en place cette fenêtre de contexte et cette mémorisation de l'IA et des différentes exactement. discussions que tu as pu En avoir par fait, le le passé. document, ça va être la mémoire de l'IA, si tu veux. C'est pour OK, ça que quand tu vas revenir sur le projet, ouais, tu as déjà cette feuille de route qui est prête, ce cahier des charges qui est prêt. Et en fait, tu repars du dernier checkpoint, si tu veux. OK. Et tu le vois comment dans 2 ans, ce côté mémoire de l'IA? Est-ce qu'on va être encore parce que là, dans 2 ans, on le verra peu de cette façon et on regardera ce podcast en disant: «C'était vraiment archaïque, Ah la oui, bah méthode dont on oui, a mis en totalement, place, totalement. on Ah est oui. obligé de faire tout ce process un par un». Tu le vois où dans 2 ans, cette fenêtre de Je pense que ça contexte? va être réglé par les agents. C'est-à-dire Par les agents? que OK. les grosses boîtes comme OpenAI, Anthropic, elles ont assez d'expérience pour se dire, OK, la bonne façon de faire, c'est comme ça. Mmh. Et ça sera directement intégré dans leur agent. Et donc, on n'aura plus besoin, nous, de faire tout ce travail sur le contexte et sur la collaboration avec l'IA. Ce sera beaucoup plus facile et la plupart des gens pourront le faire. Aujourd'hui, il faut vraiment avoir une méthode précise pour bien faire les choses et avoir assez d'expérience avec les modèles de langage pour savoir ce que je disais, leurs limites et, si tu veux, leurs avantages. Mais demain, ça sera facilité. OK, donc grâce Mm. aux agents. Est-ce que tu peux redéfinir un petit peu L'agent? facilement où est-ce que Ouais, c'est, l'agent, ouais. les agents? Donc on a un modèle de langage qui est un modèle où on va poser une question, il va nous répondre. Simple. Et en fait, qu'est-ce qu'on appelle un agent? C'est un modèle de langage qui va avoir accès à plusieurs outils, et notamment à ton ordinateur en entier. Donc si tu veux, c'est un agent qui va avoir accès à des outils pour faire de la recherche dans tes documents, pour en fait lancer du code. Donc il implémente le code et après il peut le lancer aussi, si tu veux. Donc il a vraiment accès à tout ton ordinateur
et ça va lui donner beaucoup plus de capacité qu'un modèle de langage normal, en fait. On passe du coup d'un modèle de langage qui te répond à un modèle de langage qui va faire de l'orchestration d'outils. Ouais. C'est-à-dire, on va supprimer le côté manuel qu'on a aujourd'hui Exactement, ouais. par un côté automatique via les agents. Exactement, ouais, ouais, c'est ça. Tu parlais d'un besoin, du coup, de formation aujourd'hui. Pour toi, pourquoi, par quels moyens et comment ce besoin doit être, traité? Bah, je pense que, par exemple, un truc qui me fait un peu peur, c'est, tu vois, les gens qui font des formations aujourd'hui, il y a peu d'IA. Alors que le monde de demain, il y aura beaucoup d'IA dedans, tu vois? Donc je me dis qu'ils vont sortir avec un diplôme qui sera limite expiré, le jour où ils sortent de l'école, tu Ouais. vois? Et Même le moi système de recherche, de thèse, de doctorat, enfin, le système académique français est trop dépassé par rapport à la révolution qu'il y a eu. ouais, 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 je suis d'accord. Mais c'est un peu pour ça aussi que j'ai arrêté la recherche. Je trouvais qu'ils étaient pas du tout, enfin, trop en deçà de ce qui se faisait actuellement. Il y a les mêmes problèmes en entreprise aussi, hein. C'est le problème aussi d'administration, de fait d'adopter une nouvelle technologie qui est compliqué. Mais il y a un vrai méconnaissance, en fait, de ce que l'IA et de comment l'utiliser. Et c'est hyper compliqué parce que c'est un outil qui évolue tout le temps. Il y a des sorties de nouveaux modèles tout le temps. Et donc, du coup, on ne connaît pas les limites à un instant T. Si tu veux, on les connaît cette semaine, la semaine prochaine, ça sera repoussé. Donc, en fait, pour donner de l'information aux gens qui est précise et qui va durer dans le temps, c'est hyper compliqué. Donc, en fait, il faudrait une espèce de formation qui se mette à niveau chaque mois, si tu veux, pour que ça soit vraiment pertinent. C'est pour ça que c'est compliqué, je pense. Et ouais, expliquer un peu comment les modèles d'IA fonctionnent, sans pour autant rentrer dans les détails. Tu vois, aujourd'hui, tu conduis une voiture, mais tu sais pas comment ton moteur il fonctionne. Tu as juste besoin de savoir comment le piloter, si tu veux. Donc c'est pareil Tu sais avec juste l'IA. qu'il y a des moteurs hybrides, électriques, Voilà, ouais. Donc c'est un peu pareil avec l'IA, il faut quand même et avoir donc pour toi, ce connaissance. serait quoi la connaissance Du comment moteur. fonctionne OpenIA, comment fonctionne, Anthropic ou quand même un peu En fait, c'est comprendre les mécanismes d'entraînement des modèles, savoir ce que ça représente en fait. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'en fait, c'est une compression du savoir qui est sur Internet. Les LLM, les modèles de langage, vont compresser toutes les données qui sont sur Internet et vont avoir une vision moyenne, ce que disait Yoash, qui est une vision vraisemblable des choses, en fait, si tu veux. Et donc, du coup, faut se dire que c'est un accès hyper facilité à l'information, mais que par exemple, si tu veux, si tu es expert et que tu veux une information très spécifique, il va falloir que tu biaises un peu le modèle en faisant du prompt engineering. C'est-à-dire lui dire, mets-toi dans le cas de tu es un expert en machin, tu fais ci, tu fais ça. Donc, c'est des mécanismes qu'il faut connaître et il faut former les gens sur ça. Sinon, en fait, tu as plusieurs personnes qui utilisent l'IA et qui te disent ah, mais les résultats, ils sont trop généraux, c'est pas pertinent, etc. En fait, c'est pas pertinent parce qu'il n'y a pas assez de travail de leur part. Ils n'ont pas assez donné de contexte, ils ont pas donné leur but, etc. Donc, il y a un travail un peu de management et de comment collaborer avec l'IA. Et d'ailleurs, il y a un article de recherche hyper intéressant qui est sorti récemment, je crois que c'est à l'Université de Washington, qui montre qu'en fait, les gens qui réussissent à bien utiliser l'IA, c'est des gens qui arrivent à lire les intentions des autres personnes. Donc en fait, c'est vraiment une capacité à collaborer, si tu veux. OK, et pour toi, ça doit se former au sein des entreprises, en présentiel ou c'est quelque chose qui peut se former de manière totalement, virtuelle, avec juste, des bonnes explications, des bonnes vidéos, Ouais, moi, je pense plutôt qu'une bonne vidéo enregistrée avec un mec qui est hyper au point dessus, ça vaut mieux que des interventions en direct. Parce que le mec aura bossé son intervention, etc. Tu vois, et tu vas avoir vraiment une vidéo hyper quali. Et après, je pense que la clé, vraiment, c'est de mettre la main dans le cambouis, Ouais, d'essayer les modèles, de tester, de comprendre. Sans ça, tu peux pas y arriver. En fait, le truc, c'est que l'IA, c'est pas un outil qui est magique, et c'est un outil qui est très différent, non déterministique, et c'est plus proche de collaborer avec quelqu'un. Donc, pour bien collaborer avec quelqu'un, tu dois le connaître. Tu dois connaître ce sur quoi il est fort, ses qualités, etc., mais aussi ses défauts. Et donc, tu as quand même besoin de ce contact-là pour comprendre à bien collaborer avec l'IA. OK. Une dernière question, avant qu'on clôture? Ah, j'en aurais plein. Là encore, surtout sur le de contexte, je trouve ça vraiment passionnant. On pourrait en parler pendant des heures. Une dernière question. Ouais, tu te vois où dans 3 ans? En 3 ans, franchement, ouais, j'aimerais bien être à la tête d'une boîte. Ouais. Une boîte, ou alors, des trucs qui sont intéressants aussi, c'est de travailler chez des gros players, OpenAI, Anthropic, pour être vraiment à la pointe de la pointe et essayer de faire la différence chez eux, tu vois. Parce que eux, ils ont les moyens, tu vas travailler avec des gens qui sont hyper smart, alors que quand tu montes ta boîte, tu vois, il faut convaincre les gens, etc. Donc c'est un autre métier. Donc j'hésite entre les deux. L'expérience entrepreneuriale est hyper intéressante, mais également être à la pointe de la technologie pendant 1 an, 2 ans, peut-être que ça pourrait également beaucoup me plaire. Ouais, comme a fait Arthur Mensch en passant chez DeepMind et ensuite il a pris ce Par savoir-là exemple, pour ouais. monter Mistral. Ouais, ouais. Bah, écoute, on te le souhaite et tu as l'air d'avoir toutes les clés pour, en tout cas. Ouais, c'est super gentil. Bah, merci beaucoup pour le Merci à podcast, c'est toi. super intéressant.